Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et avec moi aujourd'hui, monsieur Nicolas Jeannetet. Mon Nicolas Jeannetet, élu au Conseil de Paris, directeur des centristes et aussi en charge de la sécurité, adjoint au maire sécurité dans le 15e arrondissement. Nicolas Jeannetet, accompagné de Tarek Sassi. Tarek, bonjour. Bonjour tout le monde. T'as été victime d'une agression il y a peu de temps. Et tu nous raconteras évidemment tout cela dans quelques minutes. Et puis des membres d'une association qui seront avec nous dans un instant. Paris Anti-Crack. Collectif Paris Anti-Crack, et on a aussi l'association Méditerranée Link qui a vocation justement de faire de la prévention, de l'insertion et de l'intégration. Et je rappelle, mon cher Christophe, que j'avais fait une belle chronique il y a quelques absolument. mois là-dessus. C'est moi un des premiers qui avait parlé de ce sujet à la radio. Et je m'occupe notamment de ce sujet au Conseil de Paris. Donc on va bien pouvoir débattre. Absolument. En tout cas, voilà, c'est vraiment une problématique qui commence à empoisonner notamment les riverains, les habitants de Paris et bien au-delà d'ailleurs, parce que voilà, il y a des agressions. Il y a eu un mort aussi, un autiste. Tout à fait. Voilà, Ouais. c'est que voilà, il y a des drames quoi, autour de ce sujet-là, et la maire de Paris et les autorités aussi. Le pouvoir aussi ne prend pas les justes mesures pour faire. Christophe sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le LGF. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, avec aujourd'hui Nicolas Jeannetet et Tarek Sassi qui est avec nous. Nous aurons rejoint autour de ce plateau pour débattre du crack à Paris, mais pas que, parce que voilà, il y en a aussi dans le 93, il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, Tarek me disait en antenne que Grigny était la plaque tournante, c'est dans le 91, Grigny. Rania qui est avec nous, membre de l'association Paris Anti-Crack. Bonjour Rania, soyez la bienvenue. Bonjour. Bader aussi est avec nous, c'est ça, c'est Bader, hein? Ouais, Bader Mohamed. Salam alaikum, bienvenue. Salam. Aïdek Moubarak d'abord à vous Aïdek tous. Moubarak, oui. Voilà. Et toi, tu es un habitant d'Aubervilliers, Bader. À Aubervilliers. Voilà. Alors, pour débuter ce débat, évidemment, les Est-ce qu'on ne va médias. pas faire un petit historique quand même. Si, ça serait quand même bien, mon Nicolas, que tu fasses un petit Je veux historique. bien le faire rapidement. Ouais. Rappeler, mais je le fais à chaque fois, mais rappelez d'abord ce que c'est que le crack quand même, parce que nos auditeurs en province ne le connaissent pas forcément. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, ce sont des petits cailloux qui sont vendus pas cher, d'ailleurs on l'appelle la drogue du pauvre, qui sont vendus entre 10 et 50 euros. C'est des petites galettes qu'on vend, d'ailleurs vendues souvent par des vendeurs d'origine sénégalaise. Cette spécificité, elle a deux spécificités principales. Bon, outre qu'elle soit pas chère, d'abord elle se fume ou elle s'injecte, et deuxièmement, elle est extrêmement addictive. C'est-à-dire que dès qu'on en prend une ou deux fois, on est complètement addict de cette drogue. C'est comme l'héroïne, quoi. Ouais, mais oui, sauf que l'héroïne, t'as de la substitution. Ouais. Alors que là, on n'a aucun médicament de substitution. Et à tel point, j'ai rencontré, enfin, c'est pas une anecdote, mais à tel point que, on va raconter peut-être rapidement l'historique, mais le foyer dur pendant des années, c'était le jardin, pas le jardin des Holmes, la colline du crack, qui était située à la porte de la Chapelle, entre les bretelles du périphérique, et qui touchait à des camps de migrants. Et les dealers donnaient gratuitement des premières galettes, notamment à des jeunes mineurs étrangers isolés, qui les prenaient, en fumaient une fois, deux fois, et après étaient foutus. Ouais. Et c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus de mineurs étrangers isolés dans les fameux crackers qui sont aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que ça procure, par exemple, quand ce genre de... C'est un peu comme l'héroïne, ça te fait un petit rush, une petite montée, et puis t'en as tout le temps envie. Alors, c'est né c'est apparu, c'est une drogue qui vient des États-Unis, comme souvent. Elle est vraiment apparue en France dans les années 80. Elle était au départ résolue dans des squats, pas loin d'ailleurs porte de la Chapelle, et comme ça a augmenté, justement ces crackers, comme on les appelle, se sont regroupés et ont été sur cette fameuse colline du crack. Ça a duré des années. C'était un véritable village, on dormait, on mangeait, etc. Il y avait même de la prostitution à l'intérieur. Enfin, je m'y suis rendu plusieurs fois sur cette colline du crack. Et un jour, le préfet, et là, le préfet, je lui reproche ça, en accord avec la mairie, ont décidé de vider cette colline du crack. Et donc, avant le confinement, d'ailleurs, à peu près avant le confinement. Et donc, en gros, on estime à peu près à 300. Alors, il y a 5000 utilisateurs du crack dans tout Paris, et il y en a vraiment 300 qui errent dans les rues de Paris. C'est pas énorme, entre 300 et 500. Vous me contredisez, vous les habitants. Il y en a en gros 300 et 500. Et ces crackers, donc on a fermé la colline du crack sans aucune proposition, et on les a éparpillés
dans les 3 arrondissements, 18, 19 et 10e, pendant d'ailleurs tout le couvre-feu et le confinement. Et ils dorment dans la rue, et donc les dealers continuent. Et d'ailleurs, les seuls habitants, enfin, entre guillemets, qu'on voyait errer pendant le couvre-feu, c'était les craqueurs et les dealers. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, vous me rappelez la date, mais je m'en souviens plus exactement, la mairie de Paris et la préfecture, ensemble, décident d'ouvrir un jardin. Alors, ils se sont regroupés à Stalingrad. Stalingrad, moi qui habitais 25 ans au 19e, qui a toujours été connu comme une place où on dealait du shit, de l'herbe, de la cocaïne. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et donc, ces craqueurs se sont retrouvés à Stalingrad. Ça devenait invivable pour les habitants. Même mon frère, qui habite encore pas très loin, c'était invivable. Tous les soirs, il y avait des casseroles aux fenêtres, justement pour mobiliser un peu l'opinion publique. Ouais. Et le préfet et la mairie de Paris ont décidé d'ouvrir un magnifique jardin qui est destiné aux habitants, le jardin d'Éole, d'où le scandale maintenant, où on a regroupé et enfermé, je dirais presque, ces dealers dans ce jardin d'Éole. Et là, c'était des images immondes. On voyait des fenêtres, moi j'étais chez des habitants, de leurs fenêtres, on voyait des gens se piquer, on voyait des gens, enfin même faire des choses obscènes. Voilà. Et puis c'était effectivement très dangereux. Et je termine juste l'historique, rappelez-moi la date, je ne sais plus, un jour, c'était le mois de juin, parce qu'on avait toujours dit que ce jardin d'Éole serait provisoire. Le 30 juin, la maire de Paris décide, sans aucun recours, sans aucune proposition, décide de fermer le jardin d'Éole. Et donc, on recommence. Les 300, 400 craqueurs se retrouvent dans les rues du 19e, un peu du 18e. Ils vont même jusqu'à d'autres villes. Et ils errent dans la rue toujours. Voilà pour les faits. Et après, moi, Nicolas, ils sont dangereux. À partir du moment où un craqueur est en manque... Oui, ils sont dangereux, oui et non. Vous allez me dire le contraire. Oui, certains sont dangereux parce qu'on est en manque. Il y a eu un mort quand même, un autiste qui est décédé. Oui, alors, on n'a pas encore l'historique. Il faudrait qu'il y ait une enquête. Je ne vais pas me prononcer. J'ai des éléments, mais je me prononcerai pas puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Oui, ils sont dangereux parce que c'est une drogue tellement addictive que tant on n'en a pas, on fait tout pour en avoir. Ouais. C'est-à-dire, on vole un portable, on déchire un collier. Et on agresse des gens au couteau. Tarek en a été victime il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Tarek? Je revenais de Rosny-sous-Bois dans un conseil avec la mairie de Rosny-sous-Bois. Je travaillais en fait sur un projet associatif. En revenant à Gare du Nord, j'ai tout simplement appelé mon ami Rania, qui malheureusement est témoin indirect de la scène. Et un toxicomane n'a tout simplement pas supporté d'entendre ma voix et il a commencé à râler. Tu étais où, dans la Gare du Nord, dans le train? Gare du Nord, au niveau du bus 38, à la sortie rue du Faubourg Saint-Denis pour remonter vers Porte-la-Chapelle, le bus 38 qui devient un vrai coupe-gorge avec le bus 35. Tout simplement parce que je parle au téléphone, monsieur commence à péter un câble et il me dit de toute façon il y a 2 voies, c'est soit la mort soit la prison. Il me fait, ça sera une balle ou un couteau. Et là, il me sort son couteau en tenant sa canette, sans son masque, sans rien, sans personne qui réagit. Donc je le fixe, je le regarde, je reste là. On rappelle que t'es quand même, voilà, t'es une belle armoire à glace. Plutôt costaud, les gars. Ouais, de cash. On reste quand même fait de chair et de sang. Je suis marié. Je précise. Je suis marié. Je suis désolé. Est-ce qu'il faudrait que je mette ma tenue de catcheur tous les jours comme Flash Gordon ou je dois faire quoi, moi, sérieusement? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, je peux même plus prendre le bus tranquillement. Je fais quoi? J'essaie de le neutraliser. La dernière fois que j'ai essayé de neutraliser un toxicomane qui m'a justement balafré sous l'œil, et le procès a eu lieu fin mai à Porte de Clichy. Il a été condamné à 4 mois ferme et moi j'ai eu 500 € de dommages et intérêts que j'attends toujours. La personne n'est toujours pas en prison. Et de l'autre côté, je vais dire... On ne les fera pas les 4 mois. Voilà, mais on attend que le juge d'application des peines fasse ce qu'il faut. On attend toujours, donc il n'y a aucun problème. Donc encore une fois, quand je me suis défendu, et malgré que la police était avec moi, l'avocate de la défense a osé me reprocher d'avoir molesté son client. Et là, pour l'agression en tant que telle à Gare du Nord, comment ça s'est passé? Comment ça s'est fini, ça a été verbal, ça a été des menaces. J'ai demandé au chauffeur qu'est-ce qu'on fait. Il n'a pas pu me répondre. Et puis après, il a commencé à s'en prendre au chauffeur. Et tout ça, c'est filmé. Hein, vous pouvez le trouver sur les archives. Si qui que ce soit,
façon, je sais qu'il y a des archives au niveau des caméras de surveillance des bus. Si qui que ce soit veut vérifier la véracité de ce que je dis, je pense que ça s'est passé mercredi dernier, la semaine dernière, oui, mercredi dernier, et tout simplement qui regarde entre midi et 13h dans les caméras de surveillance du bus 38. Ouais. Voilà, ça c'est effectivement un témoignage direct, Nicolas, de Tarak. Qui a été, mais il y en a plein comme voilà, ça. Il y en a plein. Ils sont en manque, donc ils sont prêts à tout mais pour prendre 10 ou 20 euros, puisqu'une galette n'est pas chère. Alors justement, Rania qui habite dans le quartier Barbès, chère Rania, oui. Comment ça se passe au quotidien chez vous, dans votre quartier? C'est la même chose, on subit... Moi surtout c'est dans les métros. Oui. Parce que je prends beaucoup le métro. Oui, racontez-nous, Rania. Alors là, franchement, on est... Je pense qu'on assiste à un drame humain. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vraiment expliquer aux auditeurs qui vraiment ne savent pas ce qui se passe? Parce que d'abord, ils n'habitent pas dans ces quartiers-là. Et puis beaucoup nous écoutent à Marseille, en province par exemple. Décrivez-nous exactement la situation. C'est invivable, les odeurs, ils nous attaquent. Moi personnellement, je suis tout le temps agressée. Et surtout agressée par les gens qui consomment le crack, les sans-papiers, parce que j'habite pas loin de Barbès, en sortant du métro, comme ils parlent l'arabe et je comprends l'arabe, alors on nous crache dessus, on n'a même pas le droit de leur dire quoi que ce soit, on est agressé. Et je pense que là, franchement, ça fait 20 ans que j'habite dans ce quartier. Ouais. Vous avez senti comme ça s'est dégradé, comme ça d'un coup? Pardon? Ça s'est dégradé depuis quand? Ça fait, je pense, ça fait 2 ans. Ouais. Si je puis me permettre. Tarek, vas-y. De base, moi, je suis né à Antibes. Oui. Je suis né à Antibes, j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Ouais. La Côte d'Azur, je vais expliquer littéralement aux auditeurs, c'est une vieillocratie, c'est une dictature où clairement les jeunes n'ont pas leur place. Donc beaucoup de jeunes issus de la Côte d'Azur, de PACA et beaucoup de provinces sont venus s'installer sur Paris où leur vie est un petit peu plus facile, où ils peuvent trouver du travail, surtout un CDI et un logement. Moi, je suis arrivé en 2008. Ça n'a pas été facile. J'ai été longtemps sans domicile fixe, mais j'ai jamais vécu à la rue. Dans tous les cas, ce que j'avais vu, c'est que j'avais plaisir à être à Paris depuis 2007. J'aime Paris. Moi, personnellement, j'aime Paris et je veux retrouver le Paris que j'ai connu. La dernière fois que je suis allé à Barbès avec ma mère, ça date de 2009. Et depuis 2010, depuis 2011, depuis certains événements internationaux qui ont bouleversé la géopolitique, Barbès, le 18e, le 19e, le 20e, en partie, une grande partie de Paris, gare du Nord, devient invivable. Et l'enfer que décrit Rania, c'était pas ça. Avant, Barbès, c'était pas ça. On avait plaisir à aller à Barbès. Ah oui, on allait à Tati. Tati, il n'y avait même plus de Tati à Barbès d'ailleurs. Oui, c'était le bon temps. Moi, je travaillais à cette époque-là, puisque j'étais directeur de cabinet de Jean-Pierre Bloch, qui était à l'époque député du 18e. Je vois mon voisin hocher de la tête. Il est décédé depuis. Et donc, j'ai bossé 10 ans dans ce quartier, à la mairie du 18e. Et c'est vrai que c'était... Pourtant, il y a eu des travaux de fait à Barbès. Ça a quand même bien changé le quartier. Le théâtre... Oui, mais cette vie est devenue... Ces quartiers de Paris sont devenus invivables. Alors, faut que tu saches, Christophe, c'est-à-dire que ce sont des gens, souvent d'ailleurs, on les voit, c'est des zombies. Ils marchent dans la rue, les pieds nus, le regard hagard, et ils sont à la recherche de 10 euros, de 5 euros. Et d'ailleurs, quand ils trouvent leur galette, certains se cachent dans les couloirs d'entrée d'immeubles ou dans les parkings, mais certains aujourd'hui, ce qui est pire, ne se cachent pas. C'est-à-dire qu'ils se piquent devant des familles entières sur le bord du trottoir. C'est terrible. Alors après, on va parler des solutions, mais tous ces gens-là, il faut quand même savoir que plus de la moitié ont des troubles psychiatriques. Ils sont jeunes, en général? Ils sont jeunes, je ne sais pas ce que tu appelles jeunes, mais ils ont entre 25 et 40 ans. Ouais. Voilà. Il y en a qui sont assez vieux, il y en a qui ont 20 ans de crack, 30 ans de crack. Ouais. J'ai été confronté avant-hier à une vieille dame qui m'a supplié de lui payer une bouteille d'eau parce que la chaleur l'a fatiguée. Bon,
même si je savais qu'elle était consommatrice et qu'elle était sur le pont Riquet, même si des fois, voilà, on supporte pas tout ce qui se passe, on reste quand même humain. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de payer à manger, d'aider comme je peux, mais jamais de l'argent, jamais au grand jamais je ne donne de l'argent. Parce que ça serait pour aller acheter ça d'autre. Bah bien sûr, bien sûr. Et moi je suis contre ça. Et de toute façon, voilà quoi. Pour moi, j'estime qu'aujourd'hui c'est eux contre nous et c'est malheureux qu'on en arrive là. Et cette dame, quand je lui ai donné de l'eau, elle m'a dit que, tout simplement qu'elle était traitée à la riboisière de base, qu'elle était séropositive. Et que elle était totalement abandonnée à son sort. Alors ça touche. Il a raison de soulever le problème, Christophe. Ça touche aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les classes sociales. Alors bien évidemment, ça touche en premier les classes sociales défavorisées, des sans-abri, des gens qui ont perdu leur emploi, des jeunes qui sont sans domicile fixe. Mais ça touche aujourd'hui, et dans les dernières études, montre que ça touche aussi ce qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire même des gens de province. Écoutez-moi bien, ils ont tellement entendu parler du crack, et même de toute l'Europe, ils viennent. Des gens un peu paumés, ils viennent pour essayer, et une fois qu'ils ont essayé, ils tombent dedans. C'est pour ça d'ailleurs que c'est connu dans toute l'Europe, d'ailleurs le monde entier en a fait des reportages, mais il faut trouver des solutions, et j'espère qu'on va en parler peut-être après la pub. Mais bien sûr, bien sûr. Alors Bader, qu'on n'a pas entendu parler de lui. Alors oui. Aubervilliers aussi. Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe à Aubervilliers? À Aubervilliers, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à Aubervilliers, par exemple, vous prenez l'avenue Félix-Faure, c'est la limite Paris-Aubervilliers, et c'est là qu'il y a la grande place qui délimite Paris à Aubervilliers. C'est quoi? C'est vers la porte d'Aubervilliers ou la porte de la Villette? La porte de la Villette. D'accord, ok. Alors, porte de la Villette, c'est quoi? C'est un grand champ à l'abandon, que pour les voitures, stationnement de voitures, c'est tout. Il y avait avant, dans le temps, il y avait, je sais pas, il y avait la station d'essence, il y avait le supermarché Casino qui était à côté, etc. Tout est à l'abandon. Alors, comme c'est à l'abandon, il y a eu les crackers, ce qu'on appelle les jeunes ou les moins jeunes, qui arrivent le soir, surtout le soir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils traînent. Moi, je sors de chez moi pour faire un tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des jeunes qui viennent soit vendre, soit dormir, soit avec leur tante. Et ils s'accaparent du terrain. Alors, si on est à Porte de la Villette, ça veut dire quoi? On est à Aubervilliers. Ça veut dire qu'il y a deux grandes rues. Il y a l'avenue Jean Jaurès, et puis il y a la rue Henri Barbus. Alors c'est là, Tariq, justement, il a fait une visite chez moi la dernière fois. Il me dit, Bader, il y a quand même ici l'usine de crack à côté. Je dis, bah oui, il y a l'usine de crack, mais on ne peut rien faire. On a fait appel, même si on fait appel à la police elle ne peut pas les chasser parce qu'il leur faut quand même des ordres qui viennent d'en haut. Et puis, bon, la mairie d'Aubervilliers, elle n'est même pas au courant. Parce que j'en ai parlé quand même à l'adjointe à la sécurité pendant une réunion dans le quartier. Elle me dit, oui, vous m'écrivez ça et puis on verra. Mais attendez. La déléguée du préfet, en tout cas. Oui, on a visité la déléguée du préfet. Anissa Benada à Rogny-sous-Bois. On a visité quand même la déléguée du préfet, moi et Rania et Tariq. Et on a été ensemble, etc. Mais elle ne peut pas trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est que nous, en tant que membres associatifs très engagés sur la ville, alors, on fait quoi? On ne peut pas les chasser, c'est interdit. On ne peut pas demander à la police, elle n'intervient pas. Et on fait comment? On est resté les bras croisés. Même quand il y a des agressions, elle n'intervient pas, la police? Non, les agressions, ils sont à côté, au 4 chemins. Au 4 chemins, c'est le marché aux cigarettes, c'est le marché de, je sais pas, de la drogue aussi, hein, parce que si ceux qui comprennent l'arabe, ils comprennent ce qu'ils disent en arabe, le marché des cigarettes, les agressions, etc. Les 4 chemins, c'est vraiment, c'est les lieux d'agression par excellence sur la région d'Île-de-France. Hein. Et c'est concentré le soir, Tarek, Bader, Rania? Ah oui, le soir, je vous dis pas. La journée, ça va? Non, la journée, il y a quand même des choses comme ça. Oui, non, moi je dis le soir, pourquoi? Parce que la police, ils viennent au 4 chemins, ils font un tour à Porte de la Villette. Qu'est-ce qu'ils font, les crackers? Ils vont à la porte d'Aubervilliers, parce que Porte d'Aubervilliers, c'est quoi? C'est là où on fait les maraudes, etc., pour leur donner à manger. Ils se mêlent aux gens. Ils se mêlent, on ne peut pas les voir. Mais le soir, c'est là où il y a boum. En plus, maintenant, ils sont chassés parce qu'on a fait quand même plusieurs. Avec le collectif, on a fait plusieurs. Quel type d'action, d'ailleurs, vous menez, vous, le collectif Paris Anti-Crack? On fait le rassemblement. On fait tous les mercredis, d'ailleurs. Tous les mercredis, on fait le rassemblement, on manifeste, on écrit, etc. Bon, tout à l'heure, il l'a dit. La maire, elle a s'engager sur la prévention. Voilà. Là, vous savez, depuis tout à l'heure, on parle, mais il faut remarquer une chose, c'est que les médias parlent constamment
récemment du crack. On a l'impression des fois qu'ils en font la publicité en disant le crack vous procure une sensation, je sais pas, on dirait qu'on est en train de parler d'un chewing-gum Hollywood ou d'une glace extraordinaire. Non, on est en train de parler d'une substance à base de produits nocifs qui détruit. Chimique. Moi, je préfère largement la vie à ça. Ensuite, il faut comprendre, et on peut dire usine de crack, mais le terme le plus employé, c'est cuisine de crack. D'ailleurs, ces termes-là, on les retrouve dans Breaking Bad, cette série aussi qui a fait aussi la promotion du crystal meth, du crack et de tous ces drogues dures, qui fait qu'il y a des gens qui ont vu un nouveau Scarface. Moi, j'ai regardé cette série avec recul, avec effroi, parce que ça m'a rappelé ce que j'ai vécu quand j'étais aux États-Unis, au Canada, et c'était une expérience effrayante que j'ai vécue là-bas. Les toxicomanes, quand vous allez au quartier Hochelaga à Montréal, c'est effrayant. Vous voyez des filles de 13-14 ans se prostituer dans la rue pour une dose. C'est ça la réalité. Et on arrive à ça aujourd'hui sur Paris. On arrive à ça aujourd'hui à Paris. Et c'est ce que je dis depuis longtemps. Alors, on parle de Paris, mais est-ce que le crack, par exemple, en région parisienne, c'est aussi exporté, j'ai envie de dire, dans d'autres endroits de la région parisienne? Marseille, Amiens, Roubaix. D'ailleurs, Amiens, il y avait un militant qui s'appelait Tristan Archer qui a longtemps dénoncé l'expansion du crack sur Amiens, sur l'Oise, sur la Picardie, dans l'ensemble du Hauts-de-France. Dans le 93, par exemple, est-ce qu'il est épargné pour l'instant? 93 n'est pas épargné. 93 est une place historique, comme le 91, comme le 94. Il y a toujours, en fait, il faut dire une chose. Le préfet, je sais pas si tu te rappelles, Nicolas, on était ensemble au Conseil de Paris. Le préfet a dit, j'ai le malheur de vous dire que la colline du crack existe toujours. Bien sûr. Voilà. Elle existe toujours. Voilà. Donc, il y a rien, en fait, qui disparaît. Il y a Staline Crack. Il y a la colline du crack, il y a Gare de Lyon. Ouais. Et en fait, quand on regroupe tout ça, peut-être que chez nous, il y en a peut-être 300, 700. On arrive à 500 peut-être au total. Oui, mais chez nous. Mais dans l'ensemble de Paris, on est à plus d'1 millier. Ah, mais je te dis, il y a 5000 crackers. Ouais. Parce que là, on voit que la partie iceberg. Mais il y a tous les crackers qui consomment chez eux. Bien sûr. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut pas les oublier, ceux-là. Alors, on a établi un petit peu les faits pour mettre dans le contexte auprès des auditrices et auditeurs. Donc Marseille aussi, hein. J'y vais bien sûr. En moindre mesure quand même, hein. Il faut être honnête, c'est pas comme à Paris. C'est plus autre chose. Il y a quand même des places historiques de drogue forte. C'est le shit à Marseille surtout, non? Oui. Il y a moins de crack qu'à Paris. Paris, vraiment, même la plaque tournante européenne du crack aujourd'hui. C'est pour ça que je ne comprends pas. Mais on va en parler, je sais pas. Dans un instant, oui, pour avoir les solutions, parce que une fois qu'on a parlé de tout ça et qu'on a établi les faits, et là, les politiques ne sont pas. Quelles sont les solutions? Et justement, moi, ce qui m'interroge, parce que vous nous dites effectivement que quand on commence à goûter à cette drogue, on en vient tout de suite dépendant, addict. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions concrètes pour en sortir une fois qu'on a touché à cette merde? Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ouais, mais tu peux utiliser le mot. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Parce que ça crée des dégâts. Ça transforme, je l'imagine, des gens qui peut-être n'ont pas du tout eu la volonté, en étant à jeun, de vouloir voler ou de vouloir agresser les gens. Mais pas là, on a du mal à imaginer quand on n'est pas concerné, heureusement d'ailleurs, ni touché, que quand on est en manque de quelque chose. D'ailleurs, je connais aussi autour de moi des personnes qui sont en manque d'alcool, ils peuvent faire des choses absolument extraordinaires aussi, enfin gravissimes. Hein. Donc voilà, toute drogue, l'alcool est une drogue autorisée pour moi, mais voilà. La cigarette est une drogue autorisée. Oui, mais sauf que la cigarette que tu... je sais, je dis ça parce que tu fumes, non, mais, Christophe. D'accord, mais Nicolas... juste peut-être que ta femme ne savait pas que tu fumais. Non, si, merde, je t'ai capté. Elle le sait? Elle le sait très bien. Bon, ton fils mais aussi. C'est pas ça. Ah bon, d'accord. Nicolas, quand tu fumes 1 ou 2 ou 3 cigarettes, je reste toujours dans le même état. Tu vois, je veux dire, ça me transforme pas. Je sais pas, moi je ne fume pas, je ne bois oui, pas. Et moi je te le dis, ça ne procure pas. On revient en fait encore. Je ne veux pas agresser quelqu'un parce que j'ai pas de cigarette, par exemple. On revient encore à un problème de prévention. Oui, mais la prévention est très importante. Même si elle a été quand même très bien faite avec l'association Gaïa, etc. Bon, alors on va avoir un débat là-dessus, mais on va peut-être en débattre. Bon, alors dans un instant, justement, les solutions, parce qu'il y en a. Il y en a, on est d'accord, il y en a des solutions. Il y en a. Voilà, alors on va en parler dans un instant. Et puis vous, si vous êtes habitant de ces quartiers que l'on vient d'énoncer, si vous êtes aussi victime
de ces craqueurs qui empoisonnent la vie. On l'a vu d'ailleurs le soir. Enfin, c'est vraiment des choses absolument horribles qu'on peut voir à la fenêtre de certaines habitations dans Paris. Voilà, des agressions aussi, des gens qui crient, des marches. C'est le marché ciel ouvert, quoi. J'ai envie de dire le deal qui se fait en plein au vu de tous. Voilà. Il y avait une image. Excusez-moi que les mineurs éteignent la radio, mais l'image qui m'a le plus marqué, c'est cet homme au milieu de la rue en train de se masturber aux yeux de tout le monde devant des familles entières aux fenêtres. Ouais. Enfin, c'est une image pour des gamins et des gamines. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Il y a les agressions sexuelles aussi, je pense, qui sont beaucoup d'agressions bien plus pires que. Alors, pourquoi d'ailleurs les agressions sexuelles? Parce que bon, s'ils sont en manque de quelque chose, c'est quoi leur rapport? Mais enfin, on va en parler, mais 30% des craqueurs aujourd'hui, parmi ces 300 ou ces 400, 500, on va pas sur les chiffres, ont des problèmes psychiatriques et relèvent aujourd'hui de l'hôpital psychiatrique, sauf que, et c'est le prochain scandale d'État, après le problème des lits de réanimation, il y aura en France le problème de l'hôpital psychiatrique qui est bien évidemment à l'abandon total. Tous les jours des gens un petit peu... Voilà. Enfin, je ne vais pas utiliser le terme, mais des gens un petit peu fragiles psychologiquement. On le voit dans le métro, dans les trains. Voilà, des gens qui et se on mettent a à en crier. France et on a en France un hôpital psychiatrique qui est complètement laissé à l'abandon par les pouvoirs publics. Ça, c'est la médecine du pauvre, la psychiatrie, on sait tout, évidemment. Allez, dans un instant, les solutions parce qu'il y en a forcément. Donc Tarak qui est avec nous, Rania Bader de l'association Paris Anti-Crack et Nicolas Jeannetet qui connaît évidemment très bien le sujet. Tout de suite. On est dans le concret, les amis, aujourd'hui sur France Maghreb 2, dans le grand forum. Comme d'habitude, on aime aller au fond des choses et puis aborder les sujets avec des vraies personnes qui connaissent le terrain, le sujet, et pour apporter aussi leurs solutions, parce qu'ils ne sont pas vraiment écoutés, on peut le dire, par les pouvoirs en place, par la maire de Paris, par les pouvoirs publics, de ce fameux problème de crack que l'on a pu voir au travers de différents reportages dans les différents médias. Ça prend des proportions absolument hallucinantes. On a fermé le jardin, on a fermé la colline du crack, et donc ces craqueurs qui se retrouvent dans les rues de Paris, qui errent, qui agressent. Tarek, ici présent, on a été victime plusieurs fois et assez violemment la dernière fois face à un couteau, quoi. Donc effectivement, Tarek qui est quand même bien balèze, on a beau être balèze, quand on se retrouve face à quelqu'un qui peut être déterminé avec un couteau en main, voilà, on réfléchit quand même à deux fois. Moi, j'ai pas envie de laisser ma mère en deuil. J'ai pas envie Je suis marié, j'ai des responsabilités envers ma femme aussi. Donc, je suis pas là pour jouer les super-héros et de faire le boulot de la police comme un Marc Matraque. Et cette insécurité fait qu'aujourd'hui, notre arrondissement est sali internationalement. Je parle pour le 18e et le 19e, bien sûr, et bien d'autres, que ce soit le 10e ou le 20e. Avant, on avait des voisins qui venaient en Airbnb sur le 18e, il s'appelait Hiroto Tanaka ou Brett Smith. Aujourd'hui, ils en veulent plus. Et aujourd'hui, on se cache constamment derrière l'excuse arrondissement pauvre. Nous, nos loyers ne sont pas pauvres, déjà premièrement. Et les concentrations d'entreprises, de restaurants et autres travailleurs qui sont justement dans ces arrondissements et qui font la richesse de Paris, elle est énorme. Et je veux qu'on arrête justement de dire ça. Je veux bien qu'on dise que c'est des arrondissements délaissés, mais qu'on dise que c'est des arrondissements pauvres. Non. Vous voulez des villes pauvres, je vous emmène. En France, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ne parlez pas d'arrondissements pauvres. Radia aussi, qui est membre de l'association Paris Anti-Crack, qui habite dans le quartier Barbès, fortement touché par ce problème de crack. Radia nous disait que ça, principalement sur le métro. Alors il y a des lignes, peut-être la ligne 2, peut-être, c'est ça? Non, la Goutte d'Or. Ouais. Porte de Clignancourt. Ouais. Et Barbès. Et la gare du Nord. Marca des Poissonniers aussi. Marca des Poissonniers. C'est là où tu habites, toi? Oui, un peu plus haut. Ouais. Et Bader aussi présent ici, lui c'est plutôt du côté d'Aubervilliers. Moi c'est côté Aubervilliers, parce que nous, le côté Aubervilliers, parce que déjà, quand je pense que Paris, elle fait le travail toute seule, en laissant la banlieue en marge, moi je veux pas ça, je veux que la banlieue aussi participe au travail avec la mairie de Paris, avec toutes les associations qui sont dans Paris, comme moi je fais par exemple dans le collectif qui n'est... Moi je suis plus parisien depuis longtemps, et je suis quand même dans ce collectif depuis un moment avec Tariq et tous les amis. Et voilà, moi je veux travailler au niveau de ma ville, Aubervilliers, ainsi, parce qu'il n'y a pas que Aubervilliers qui est touché, il y a Pantin à côté, il y a la Courneuve. Vous avez peur pour vos enfants, Bader?
Hein? Vous avez peur pour vos enfants? Les habitants, est-ce qu'ils ont peur pour leurs enfants? C'est vrai, j'ai 4 enfants. Ouais. Faut la vérité, j'ai peur pour mes enfants. Ouais. J'ai trop peur. En plus de ça, j'ai 3 filles. Alors, pour mes 3 filles, j'ai trop peur. Elles sont au lycée. En plus de ça, bon, ils rencontrent des amis, etc. J'ai trop peur pour Si tu me permets, Bader, je le comprends parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour inciter les plus jeunes consommateurs à partir du collège. Il y a des enfants de 13-14 ans parmi la communauté de zombies dans le 18e et dans le 19e qui sont abusés sexuellement. Et là, on se dit, que font les autorités? On ne sait pas. Ensuite, là, je remets encore les pieds dans le plat, et c'est la deuxième fois. Tous ces rappeurs comme Caris, SCH, Kobalade, et puis d'autres qui font la promotion des drogues. Qui font la promotion des drogues, je le dis bien, ils font la promotion des drogues, que ce soit même Sadek et compagnie, qui expliquent en fait que la consommation de drogue, c'est bien, le protoxyde d'azote, c'est bien, que le crack, carrément, c'est bien. Je vais citer Sevrac, une contraction de Sevran et crack de Caris, qui dit je mélange. On a trop travaillé pendant l'esclavage, maintenant on va vendre de la drogue, ou encore cuisine du quecra. Sors les calaches, cuisine du quecra, ou il y avait encore, je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare, en parlant justement de ces cuisines de crack, ou encore tout simplement SCH qui est un enfant qui a grandi dans un bel atmosphère avec les meilleures écoles, qui vient plébisciter la vie de bandit et la vie de crack qu'il ne connaît pas. Ces gens-là sont des dangers parce qu'ils passent sur Skyrock, ils passent sur les médias. Est-ce que aussi ils ont leur responsabilité, les Skyrock et compagnie? Mais bien sûr, largement. Skyrock a une responsabilité sur les agressions qui sont influencées par des rappeurs, sur les comportements mauvais envers les femmes, sur la consommation de drogue. On peut pas dire, quand vous voyez Fred qui est installé au milieu là de son truc là pour Planète Rap, et puis qui est là, il fait c'est génial, alors aujourd'hui on reçoit Kobalade, et puis Kobalade qui est là avec son joint ou avec son protoxyde d'azote, et ces gens-là plébiscitent. Quand vous écoutez, ça pourrit notre jeunesse. Clairement, ça pourrit notre jeunesse. Les cuisines de crack sont en train d'émerger, mais partout dans nos quartiers, dans le 93, en 92, en 94, dans tout Paris, dans les rues de Paris. C'est facile de faire aujourd'hui une cuisine de crack et d'empoisonner son voisinage. Voilà, effectivement, tout ça, c'est des faits. Alors maintenant, passons aux solutions. Alors, est-ce que, par exemple, quand on est cracker, messieurs, dames, est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien sûr, avec la volonté. Il y a des exemples concrets? Non, mais il y a des exemples. Bien sûr. Christophe, écoute, moi, je voulais juste rebondir sur un petit peu l'historique de tout ça. Il y avait quand même du crack, etc., de la drogue et tout, à la gare de Saint-Denis. Et à la gare de Saint-Denis, c'est que la mairie et tous les associations, etc., ils ont fait pression sur le gouvernement et tout ça. Ils ont fait une opération coup de poing à la gare de Saint-Denis. Alors, a été fait pendant 2-3 fois. Et tous les craqueurs, ils ont été quoi? Délogés de la gare de Saint-Denis pour venir justement à Stalingrad à Paris. Et la moitié sont venus sur Paris. Voilà. Maintenant. En fait, c'est chacun se renvoie le problème. Voilà, ils se renvoient le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que chacun, maintenant, la ville de Paris, le préfet de Paris, veut renvoyer aussi les craqueurs vers la banlieue. Où ça? À Aubervilliers, Pantin, etc. Maintenant, ils se jouent, ils se jettent la balle. Chacun, il dit, voilà, de son côté, toi, tu vas à Aubervilliers, toi, tu vas à Pantin. Mais nous, on veut pas de ça. Alors, justement, la solution, pour en terminer avec cela, parce qu'on voit que la maire de Paris reste sourd à toute cette problématique. Les autres, le gouvernement. Non, mais le gouvernement, bien sûr, 70%, le gouvernement a 70% de responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui le patron de la police, quand même. Alors, quelles sont vos solutions? Vous qui êtes sur le terrain, Rania, Tarek et Bader, quelles sont les solutions j'allais dire efficaces que vous pourriez proposer là aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour qu'on en termine et que les habitants retrouvent une certaine sérénité. Nous, on a commencé, Christophe, c'est vrai ce que tu dis, nous on a commencé quand même à faire une feuille de route pour travailler sur cette feuille de route justement, trouver des solutions pour ces craqueurs, trouver pour les sans-papiers parce qu'il y en a beaucoup dedans, etc. Nous on a quand même l'association, comment elle s'appelle, International l'association Méditerranée Link, et il y a le collectif Paris Anti-Crack. Voilà, le Méditerranée Link, parce que pourquoi on fait associer ces jeunes au projet pour retourner chez eux. Pourquoi? Parce qu'il est là, ça fait 1 an, 2 ans, il tombe dans le crack,
Et soit il agresse, soit il y vole, soit il fait n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On va quand même toucher ces jeunes, on va travailler sur des projets pour eux. Les projets, par exemple, si tu es marocain, algérien ou tunisien... Ou en fait, vous les renvoyez le problème au bled, quoi. Non. On leur propose des projets. On veut faire concrètement, si tu me permets, Badr, on veut faire concrètement ce que l'OFI ne fait pas comme suivi. Ça veut dire qu'on les aide à retourner chez eux, à monter un projet professionnel ou tout simplement un business. Mais on veut aussi intervenir pour ne pas les interdire de visa. Ça veut dire qu'ils pourraient après refaire une demande parce que tout simplement continuer cette vie de errance et cette vie de clandestins et de sans-papiers, c'est tout simplement un danger pour eux et c'est tout simplement un chagrin pour leurs parents et ça ne peut pas... La majorité des craqueurs sont sans-papiers ? Beaucoup. Ouais. Alors d'accord, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution concrète pour en terminer ? La solution, c'est taper à la source. Ça veut dire qu'il faut faire de la prévention. Aussi bien à l'échelle européenne, il faut comprendre que notre problème, il est européen. Il est national, il est européen. Il n'est pas que parisien comme beaucoup de personnes veulent s'entêter, parce que Compiègne était à 60 km de Paris. C'était une des grosses plaques tournantes et de production qui est tombée il y a pas longtemps. C'est un problème européen parce que ça touche toute l'Europe. Mais là, aujourd'hui, il faut attaquer ça et faire de la prévention à grande échelle. De la prévention à l'école, dans les maisons de quartier. Travailler sur l'intégration. Ça, c'est pour éviter qu'il y en ait plus. Mais on règle pas le problème, Tarek. Oui, j'ai pas fini. Travailler sur l'intégration et sur l'insertion. Et là, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir monter des projets sur des petits groupes pour essayer de les intégrer, les insérer, les faire sortir de ça au fur et à mesure. Et surtout, travailler sur le sevrage. Je ne suis pas convaincu par les salles de shoot. La salle de shoot de la Riboisière nous a encore plus pourri la vie. Et ça va être des éléments qui vont encore plus appauvrir et marginaliser nos arrondissements qui ont besoin de réussir. Quand on voit les travaux et les efforts qui sont faits par les restaurateurs qui ont subi la restriction sanitaire qui est responsable aujourd'hui de la multiplication par 3 des toxicos qui sont dans la rue, et que ce gouvernement en fait veut s'aligner sur Madame Hidalgo et mettre des salles de shoot partout, et on est dans le 20e, je vais parler du maire du 20e arrondissement qui a voulu exprimer son zèle avant tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier le beau Belleville, le beau Ménilmontant, le beau la belle rue de Pyrénées? Est-ce que pour vous vous pensez que des gens de milieux ultra-urbains comme Paris peuvent se mélanger à des toxicomanes qui sont instables? Est-ce que vous voulez généraliser ce qui se passe à la Riboisière à tout Paris? Est-ce que on devrait pas se tirer une sonnette d'alarme quand on voit que Gare de Lyon, avec tout le maintien et tous les services de police qu'il y a, il y a quand même le désordre aujourd'hui à Gare de Lyon? À un moment donné, il faut prendre les vraies solutions, les solutions qui marchent. Qu'est-ce qu'on en fait, Tarek? Parce que tu les dealers, à un moment donné, il faudrait que aussi le ministère de l'Intérieur donne des ordres clairs, qu'on arrête de tolérer. Je suis obligé de faire un constat, je ne consomme pas le shit, mais j'ai vu qu'on a mis une force et une répression extraordinaire sur le shit et sur les vendeurs de cigarettes. Alors que aujourd'hui, les vendeurs de shit, dans les rues de Paris, dans la rue de l'Île-de-France et même de France, ce sont eux qui font la police contre les consommateurs de crack et les vendeurs de crack. C'est grâce à eux que dans des cités, on n'en est pas à avoir des Stalingrad ou des collines du crack bis partout. Et que c'est marginalisé, même si Grigny reste une plaque tournante, c'est hors des quartiers. C'est hors des quartiers, ça c'est important. Alors, effectivement, on vous a écouté. Rania, peut-être tu veux rajouter quelque chose Oui, alors moi j'ai vu, parmi les propositions. Ça fait 2 ans que les sans-papiers ou les dealers, ils vendent le crack et surtout de la drogue, qui s'appelle en arabe sarour. Sarour, ça veut dire une fusée. Voilà. Sarour devant le CRS, ils sont en face, mais avec un laxisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, alors avec un laxisme, mais vraiment d'une liberté. Alors quand on descend à la gare du Nord, c'est les blacks qui sont cachés dans les métros, dans les bouches de métro, et en train de vendre devant tout le monde. Et ben ça donne de l'argent, ça donne du crack, ça donne du shit, ça donne. Et puis voilà. Nous on voit ça tous les jours. Moi j'ai travaillé dans le 4e pendant 20 ans, dans le Marais. Et ça, c'est la ligne 1 et la ligne 4. Entre la ligne 1, il n'y a rien.
parce que c'est le mari, tout ça. Mais dès que j'arrive dans le 18e, alors là, c'est un autre monde. Ouais. Et on subit vraiment. Nous, c'est nous qui subissons. Ce n'est ni Hidalgo, ni personne. Hein, mais c'est nous. Madame Hidalgo, elle peut dormir toutes les nuits en l'an. Moi, je me couche pas avant 6 h du matin parce que plusieurs fois, on a essayé de casser l'entrée de la porte de mon immeuble. Ah oui. Plusieurs fois, on a essayé de cambrioler mes voisins ou moi-même. Ouais. On vit dans l'insécurité. La première fois que j'ai eu une histoire, une agression, c'était le 24 mai ou fin mai à peu près. Je trouverai la date au niveau de la plainte. C'était juste en bas de chez moi à cause des hôtels sociaux qui ont justifié une partie de ces 9 millions d'euros qui logent des toxicomanes, des prostituées. 9 millions d'euros, c'est le plan crack. Hein, ouais, mais il y a eu quand même 5 millions. Qui était un échec total. Mais 5 millions quand même qui ont servi. Et l'équipe municipale a cherché à nier. Hein, elle reconnaît maintenant que c'est un Maintenant, elle le reconnaît, mais à la base, devant moi, ils ont osé nier. Ces hôtels sociaux logés des craqueux, loger des dealers de crack, des prostitutions aussi, des prostituées crack sous crack. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ces propriétaires d'hôtels ne sont pas attaqués pour recel de stupéfiants. Alors Nicolas Jeannetet, c'est un problème que tu connais bien, d'ailleurs que tu étais un des seuls chroniqueurs ici sur France Maghreb 2 à nous en avoir parlé, alerté dans une chronique il y a quelques temps. C'est un sujet que tu as abordé aussi au Conseil de Paris. Quelles sont les solutions, toi, Nicolas Jeannetet, que tu as proposées? Beaucoup de choses dans ce qui a été dit. De toute façon, la réponse, elle repose sur 3 piliers. Hein. La prévention, on va en parler 2 minutes. 2, le fait de soigner ceux qui sont déjà les craqueurs. On peut les soigner? Bien sûr. Vraiment, on peut les soigner. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il faut s'en donner les moyens. Et comment? Et troisièmement, la répression, parce que sans répression, il n'y a pas de solution. On a un problème à la base, et je le dis haut et fort, et de façon très en colère, c'est que Madame Hidalgo et le préfet l'allemand jouent un rôle, tous les deux, à ne jamais s'entendre. Jamais, et je le dis très fort et je suis en colère, Madame Hidalgo n'a pris l'initiative. Elle est maire de Paris. Alors elle dit, c'est la faute du gouvernement. Quand on est maire d'une ville, quand il y a un problème dans sa ville, on réunit tous les acteurs en réunion de crise autour de la table. Je l'ai interpellé au Conseil de Paris. Je lui ai dit, Madame Hidalgo, réunissez dès demain une cellule des crises avec le préfet, le gouvernement, le ministère de la Santé, les associations locales, et vous ne sortez de votre réunion de crise que quand vous avez trouvé la solution. Jamais ça n'a été fait. Chacun se renvoie la balle. Le préfet renvoie la balle à la maire de Paris, et la maire de Paris renvoie la balle au préfet, enfin le préfet qui représente donc le gouvernement. Mais il faut que les deux s'entendent, ils ne se parlent pas, et ça c'est sur le dos des Parisiens. Ça c'est une petite introduction. Sur le problème de la prévention, il faut effectivement, je vais être très court là-dessus, il y a des associations qui le font. L'association Gaïa, pour moi, le fait très bien. Je pense que Tarek, t'es pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord et je dirai pourquoi. Mais dis-moi tout de suite alors. Alors, moi, Gaïa, je les vois. C'est simple. Quand ils arrivent dans le quartier, les craqueux, quand ils les voient, les toxicomanes, pour eux, c'est comme s'ils voyaient le Père Noël. Ils vont avoir leur nouvelle pipe à crack, ils vont avoir leur nouvelle seringue, ils vont pouvoir consommer et ensuite délirer et emmerder tout le monde dans le quartier. Mais en aucun cas, je les ai vus travailler sur le sevrage. Et j'ai eu la directrice de Gaïa, elle m'a dit qu'elle-même, elle s'est fait agresser et que, bien sûr, elle logeait, elle payait, à travers les subventions de la mairie de Paris, elle payait les chambres d'hôtel des personnes qui pourrissent ma vie, qui pourrissent mon quartier, et que pour elle, il n'y avait pas de problème. Alors, le problème du plan crack, il y a un plan crack qui a été créé, 9 millions d'euros, et sur ces 9 millions, je te rejoins, Tarek. D'ailleurs, la Cour des comptes, nous avons saisi la Cour des comptes, donc la Cour des comptes va faire un rapport sur notre initiative, et on s'est aperçu, moi j'ai regardé de très à fond le plan anti-crack, il y a déjà 6 millions qui sont passés dans l'allocation de chambres d'hôtel pendant le confinement, puisqu'il fallait loger ces gens, mais très peu ont été suivis médico-socialement. C'est-à-dire qu'ils rentraient la nuit pour dormir, et puis le matin, ils repartaient chercher leur crack. On met un pansement, c'est tout. Voilà, ou on met la poussière sur le tapis, comme on dit. Voilà. Donc ça, Nicolas, si je peux me permettre, ces hôtels sociaux, ils servaient de base pour recel de stupéfiants. Oui, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas... je l'ai vu de mes yeux. Ça a été sur ce plan un échec. Donc, la prévention, je pense qu'il y a Gaïa, il y a 2 associations, il faut effectivement prévenir. Tu as raison. Gaïa, il te dit qu'ils vont leur apporter des seringues, donc c'est peut-être pas une solution, Nicolas.
Oui, enfin bon, Ah oui, ils non, font mais- pas que ça. Ils font pas que ça. Moi, je les ai suivis en maraude la nuit aussi. Ils essayent de les orienter vers des centres de pas de sevrage, mais en tout cas d'accompagnement, parce qu'il y a un problème, c'est le sevrage. Alors ça, c'est le problème de la prévention. Deuxième problème, c'est effectivement, ce sont des malades. Aujourd'hui, les craqueurs, ce sont des gens qui sont malades. Je l'ai dit tout à l'heure, 30% ont des problèmes psychiatriques. Sauf qu'aujourd'hui, depuis de très nombreuses années, toutes les places de psychiatrie dans les hôtels à Marmottan, etc., sont complètes. Et donc, je ne comprends pas que depuis 1980, la maire de Paris, qui est aussi d'ailleurs présidente du conseil de surveillance de la PHP, la PHP pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris, pourquoi elle n'a pas anticipé, elle n'a pas imaginé créer des vrais centres de sevrage. Car pour ces gens-là... Il y a Delanoë, il y a Chirac, il y a Tibéri... Peut-être... on n'en était pas là à l'époque de Chirac ou de Delanoë. C'était vraiment marginal. Non, parce qu'il nous dit que ça remonte aux années 80. C'est pour ça que je fais l'historique. Ça a commencé avec Delanoë, en gros. Il faut créer des centres de sevrage. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, quand effectivement on dit le mot sevrage, je me fais insulter au Conseil de Paris, mais il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr. On a créé des salles de shoot. Non, c'est pas les salles de shoot. Non, mais on a créé des salles de shoot. Ah oui, on a créé des salles de shoot, mais là, c'est encore un autre problème. Attention, ne mélangeons pas tout. Il faut créer des centres de sevrage à moyen, à court terme. Ça se passe comment, le sevrage au crack? C'est tout simplement, on va alors, il y a la mairie de Paris a plein de bijoux de famille, ils ont des couvents, ils ont des œufs, etc. Et on transforme, plein d'immobilier, en province notamment, et on transforme des anciens couvents, des anciennes abbayes en centres de sevrage où les gens rentrent pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Tu disais qu'il n'y avait pas de médicaments, justement. Non, mais pour les sevrer hors médicaments, c'est-à-dire qu'on les soigne à l'intérieur en coupant, bien évidemment, le lien avec la drogue et en l'apprenant psychologiquement à vivre sans. Enfin, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, ça existe. Bien sûr, il faut du personnel, mais ça s'anticipe. Je ne comprends pas. Cette drogue, depuis les années 80, pourquoi on n'a pas anticipé au regard de ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres pays d'Amérique du Sud, etc., où ce problème existe déjà? Pourquoi Madame Hidalgo, qui se darque toujours pour le vélo, d'aller prendre des initiatives dans les pays étrangers, pourquoi pour la drogue, elle n'a pas essayé aussi dans les pays étrangers pour prendre des idées? Les centres de sevrage, c'est obligatoire, il faut en créer. Et d'ailleurs, il y a la loi du 31 décembre 1970 qui, c'est l'injonction thérapeutique, parce que le problème, c'est que pour sortir ces gens, il faut immédiatement, mais c'est ce que j'ai dit au Conseil de Paris, il faut immédiatement sortir ces 400 craqueurs des rues. Une fois qu'ils sont sortis, on peut déjà être soulagé et on refait un travail. Pour les sortir, alors le problème, c'est qu'il y a la loi. On peut pas emmener quelqu'un de force dans un hôpital psychiatrique. C'est très très réglementé. C'est la loi du 31 décembre 70. Non. Nicolas, j'ai des exemples, je t'assure. Non, écoute-moi, il faut l'avis. Non, c'est très compliqué. Malheureusement, mais c'est trop compliqué. Il faut l'avis de 2 médecins, plus d'un psychiatre, et au bout de 12 jours, il faut l'avis du juge des libertés. Mais enfin, et souvent d'ailleurs, dans les psychiatres ou dans les médecins spécialisés de ça, il en faut 2 avis qui ne soient pas contraires. Donc, souvent, il y en a un qui dit que la personne n'est finalement pas si dépendante que ça et va pas l'obliger à se soigner. Mais il y a une loi, c'est l'injonction thérapeutique. Elle existe. Et donc, il faut forcer ces gens, il faut les sortir de la rue et les emmener dans les centres de sevrage. Et là, il faut le dire à Monsieur Véran. Monsieur Véran, d'accord, vous voulez le pass sanitaire pour tout le monde, mais commencez par vous occuper de vos toxicomanes, s'il vous plaît, Monsieur Véran. Voilà. Ils ne sont pas vaccinés. Ils sont faire quoi des dealers? Alors après, je continue juste. Christophe, les dealers, moi ça m'intéresse parce que je parlais pas quand même du problème. Je finis. Et après, n'oublions pas que depuis 93, il y a 31 XAPA dissimulés dans tout Paris. C'est des petits centres justement d'addictologie. Et alors, depuis 93 qu'ils ont été créés, ils n'ont jamais été développés. Voilà. Donc là, on fait du soin thérapeutique, on fait du conseil, etc. Ça, c'est pour les primo-craqueurs. Et bien, ces centres, depuis 93, n'ont jamais été développés. Et finalement, on se trouve à Paris avec nos plans d'attaque
pour soigner ces craqueurs. Enfin, et tu voulais qu'on en vienne, parce que sinon je vais être trop long, sur la réponse répressive, il y en a. L'autre fois, j'ai quasi tous les 5 jours le directeur de cabinet du préfet au téléphone. Il me disait que en 6 mois, il y a eu 320 trafics qui ont été interpellés et condamnés. Donc il y en a beaucoup. Mais comme le disait Tarek et ses amis, il y en a maintenant partout. Et des cuisines du crack, il y en a partout. Et alors, Christophe, je te vois venir. Tu vas me dire, mais alors, ceux qui dealent dans la rue, pourquoi on les arrête pas? Oui. Eh bien, pourquoi on les arrête pas? Parce qu'ils n'ont, à chaque fois, ils se débrouillent, ils sont assez intelligents, ils se débrouillent pour pas avoir la quantité suffisante de crack dans leur poche pour les arrêter. Voilà le problème. C'est hallucinant parce que on le voit, je veux dire. Et en plus, je suppose que les dealers ne consomment pas. Eux. Alors, eux, ils vendent de la merde, quoi. La moitié sont dealers et la moitié sont consommateurs. Moi, je pense qu'il faut. Oui, oui, merci. Il faudra qu'on prenne l'exemple de la ville de Grenoble. Ouais. La ville de Grenoble a créé des sites. Ouais. Où on fait des cures de désintoxication pour les crackers. Voilà. Alors, dans les Alpes, toute la région là-bas, de Grenoble et les villes à côté, voilà. Ils ont créé ce qu'on appelle des centres, voilà. C'est des centres de sevrage. Psychiatrique. Le Rhône-Alpes traite bien la question. Voilà. Aujourd'hui, à Paris, où est la région parisienne, veut nous imposer des salles de shoot au lieu de créer autre chose en face. Ouais, mais là, j'ai envie de vous poser une question. 9 millions. Voilà, c'est ça, 9 millions. Voilà. 9 millions qui ont été débloqués pour lutter contre le crack. Et en fait, aucune solution n'a été trouvée, ça s'est même empiré. Voilà. J'ai envie de vous poser une question, Bader, et à toi, Nicolas. Et d'ailleurs, Nicolas, je voudrais en profiter à l'antenne pour te dire que au Conseil de Paris, le 7 juillet, tu as été la meilleure intervention et tu nous as le mieux représenté. Et je te remercie. Je te remercie d'ailleurs en fin de conseil parce que pour moi, ton intervention m'a vraiment touché, m'a vraiment représenté. Maintenant, au niveau politique, on a parlé de tout le monde. Nous, on est souvent en contact avec Patrick Caram, avec Bader. Est-ce que Patrick Caram, qui est le vice-président de la région Île-de-France. D'accord. Est-ce qu'il est important aujourd'hui d'appeler Madame Valérie Pécresse à s'impliquer, à faire ce genre de centre? On vote le budget aujourd'hui d'ailleurs, vous savez ça. Je te rappelle que Valérie Pécresse est venue au Jardin des Halles avec Rachida. Je sais qu'elle est venue. Rachida Dati. Voilà, Rachida Dati, pardon, excusez-moi, pour les intimes. Ouais. Oui. Je te promets, je vais l'inviter, Rachida Dati, à l'antenne. Bon. Tu veux qu'elle vienne ici, elle va venir. Bon, non, et effectivement, j'ai eu la directrice adjointe de cabinet encore il y a 2 jours, Anne-Claire Tissandier, qui me demandait de la rappeler justement pour parler de ce sujet. Il y a un projet, mais ça suffira pas, hein, un centre. Il en faut plusieurs. Il y a 400 personnes à soigner. Donc, un centre de sevrage ne suffit pas. Mais il y a un projet, en tout cas, de la part de Valérie Pécresse, dans les tuyaux, d'essayer de créer un centre de sevrage en région parisienne éloignée, je ne sais pas où. On vote le budget à la région aujourd'hui. J'attends ça avec impatience. On attend aussi que Monsieur Caram nous reçoive et nous aide définitivement parce que les restrictions sanitaires nous ont ralenti. Il faut que nous, avec notre tissu associatif, on puisse intervenir dans les métros, tramways, bus, RER parce que c'est l'un des principaux moyens de transport des toxicomanes et que tout ça dépend de la région. Mais ça, c'est politique, ils prennent pas les transports, ils s'en foutent. Mais ça dépend de la région. Donc, Madame Pécresse peut insister parce que Madame Pécresse comprend notre souffrance. Donc, Madame Pécresse peut insister. Donc, Madame Pécresse, on a besoin de votre aide. Monsieur Caram, on attend de vos nouvelles. Et il faut accélérer les choses. On ne peut pas se permettre d'attendre la rentrée parce que c'est une cocotte minute qui va exploser. Et je pense que tu le sais, Nicolas. On en reparlera, les amis. C'est promis. En tout cas, merci beaucoup à Rania et Bader d'être venus ici, l'association Paris Anti-Crack. Tarek, tu restes avec nous. Bien sûr. Dans un instant, on va parler de tout à fait autre chose, de le pass sanitaire avec Nicolas Jeannetet et vos interventions. Merci beaucoup, Rania. Bon courage. Et continuez le combat. Bader, merci beaucoup. Du côté de Barlier, bon courage. On en reparlera, c'est certain, les amis. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en ce mercredi 21 juillet avec Nicolas Jeannetet qui reste avec nous, avec Tarek Sassi aussi avec nous sur France Maghreb 2. On a vraiment pris le temps de parler de ce problème en long et en large, problème du crack évidemment, et beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être connaissent ce problème, le vivent au quotidien dans les arrondissements que l'on a évoqués. Les solutions qui ont été apportées maintenant restent au pouvoir public de prendre leurs responsabilités, de trouver des solutions et d'agir au plus vite parce que ça va conduire à un drame, cette histoire.
Si le, on laisse, le drame a déjà eu lieu. Hein. Ouais, non, mais voilà, il va s'accélérer. Je veux dire, ça va s'accentuer. Je voudrais ajouter un dernier mot pour cette marche blanche qui a été inédite. Ouais. En mémoire de Kélian. Ouais. Kélian raconte, c'est parce qu'il faut dire aux gens ce qui se passe. Alors, oui, raconte-nous l'histoire de. Alors, ce gamin. Kélian est un habitant du 19e arrondissement. Une mascotte. C'était une mascotte une mascotte très connue. Il était sorti pour acheter à manger. Alors, faut préciser que c'était un autiste. Bien sûr, oui. Il est autiste, et c'était quelqu'un d'assez craintif. Moi que j'ai croisé très sérieux, fois. et très sérieux dans ce qu'il fait. Il était impliqué dans le journalisme associatif municipal, et il était aussi enfant de cœur. Il était impliqué dans beaucoup d'actions bénéfiques au 19e arrondissement et aux Parisiens. Ouais. Il était sorti acheter à manger, et il est jamais revenu. On l'a retrouvé 3 jours plus tard dans un abri de toxicomanes sous le pont entre Jaurès et Stalingrad. Et ça a été l'effroi. On l'a retrouvé sans son pantalon. On ne connaît rien encore des circonstances. La manière dont on a retrouvé sa dépouille, c'est quelque chose d'horrible. En tout cas, je tiens à souligner l'organisation de cette marche blanche qui a été un très bel exemple d'hommage et de vivre ensemble, qui ont réuni des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées autour de l'église où Kélian était enfant de cœur, et ça a été un moment émouvant. J'ai rencontré le père personnellement, j'ai rencontré le frère personnellement, à qui je balance une dédicace et toutes mes pensées fraternelles et d'amour, et que cette épreuve, elle est très très dure. J'ai eu un frère autiste qui est mort en 2003 d'erreur médicale. On est face à 2 problèmes. Le problème du traitement des autistes, et c'est un problème au niveau international. Les autistes ne sont pas du tout considérés et pris au sérieux au niveau international. Et puis, bien sûr, voilà, on revient sur notre problématique d'insécurité liée au crack. Et je veux qu'on n'oublie jamais Kélian, et que cette histoire soit le point final d'une autre tragédie qui pourrait arriver autour de chez nous. Ouais, alors Nicolas, tu vois que voilà, tu as une responsabilité aussi, toi, mon Nicolas, hein, en tant qu'élu. Si j'avais l'alerté de continuer de... Oui, si j'avais les clés du pouvoir, ça d'accord, serait bien. j'ai compris. Malheureusement, je suis dans l'opposition. Je me bats, je peux te dire que je me bats, mais bon, Anne Hidalgo a tous les pouvoirs. Ouais. Bon, alors on va parler maintenant d'un autre problème qui empoisonne aussi la vie de Français.